Le 28 avril dernier, la nouvelle de la mort de Abou Zeifa dit Hugo est tombée. Il a été tué par nos FAMA lors de l'opération Djougounini. Sa tête avait été mise à prix par les Américains pour 3 milliards 400 millions de francs CFA. Les temps forts de cette opération dans ce journal. Phase nationale du dialogue intermalien, les travaux se poursuivent normalement au CICB. Les participants sont satisfaits du bon déroulement des échanges. Nous vous proposons ce soir également une série de reportages sur ce dialogue tant souhaité par les Maliens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Nous sommes mercredi, le traditionnel Conseil des ministres est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et pour la lecture du communiqué de ce conseil, avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombélé. Bonsoir Ibrahima Diombélé. Bonsoir Khadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir et nous partons pour le chapitre des mesures législatives et réglementaires d'abord sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2023-060 du 22 décembre 2023 portant loi des finances pour l'exercice 2024. Au cours de l'exercice budgétaire 2024, les mesures nouvelles en termes de dépenses sont apparues. L'intégration des dites mesures dans le budget d'État nécessite la modification de la loi des finances initiale 2024. Le projet de loi adopté modifie la loi des finances de l'exercice 2024 pour tenir compte de nouvelles charges liées notamment au renforcement des allocations budgétaires destinées à la prise en charge des opérations de sécurisation du territoire national à hauteur de 190,102 milliards de francs CFA, au renforcement de l'enveloppe budgétaire affectée à la subvention d'exploitation en faveur de l'énergie du Mali et des MSA de 30 milliards de francs CFA. Cette modification, qui n'affecte pas l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances initiale 2024, ne concerne que les dépenses budgétaires. Les prévisions initiales de cette recette des ressources et des charges de trésorerie restent sans changement. B. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif à la convention des concessions pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Tchakadougou, Dialakoro, cercle de Kati, région de Koulikoro. Le gouvernement et la société Amea Power LLC ont signé un protocole d'accord pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en build, own, operate and transfer d'un projet de centrale solaire photovoltaïque de 100 MW crête en deux phases de 50 MW crête. La première phase de ce projet concerne la construction de la centrale solaire de Tchakadougou. L'objectif du projet est de renforcer la capacité de production d'électricité du réseau interconnecté tout en contribuant à l'atteinte des objectifs en termes d'intégration du renouvelable dans le mix énergétique. Au cours de la mise en œuvre, des contraintes diverses n'ont pas permis de lever toutes les conditions suspensives afin de démarrer les travaux de réalisation du projet. Le présent avenant à la convention de concession est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Amea Mali Solar SA en vue de faire face aux difficultés. Il a pour objet, entre autres, la prorogation de la date prévisionnelle de prise d'effet, la modification de la durée de la convention, la mise en place d'une garantie partielle de risque, la modification du mode de vente Take or Pay en Take and Pay, la réduction du prix d'achat du kilowatt-heure, la modification du lieu d'arbitrage. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible, comme toujours, sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor, au chapitre des communications. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Mali. Dans le cadre du raffermissement des relations entre le Mali et la Turquie, le ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale a conduit à Ankara le 17 et 18 avril 2024 la délégation malienne pour la tenue de la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Mali. Les travaux de cette rencontre ont permis d'évaluer le niveau de la coopération entre les deux pays et d'envisager de nouveaux axes de coopération stratégique. Les deux parties ont convenu d'accroître leurs échanges économiques, commerciaux, culturels et sociaux, notamment en examinant les mesures à prendre pour faciliter l'entrée et le séjour des ressortissants respectifs des deux pays. De part et d'autre, en marge de leur séjour à Ankara, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont rencontré le vice-président de la République de Turquie et d'autres personnalités turques. B. De la participation du Mali à la 15e conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, en République de Gambie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a représenté son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la 15e conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À l'issue des travaux, le sommet de l'OCI a réaffirmé son unité et sa position de principe en soutien indéfectible à la cause palestinienne, particulièrement dans un contexte marqué par l'agression en cours de l'État hébreu contre les populations palestiniennes à Gaza. Le sommet a également endossé l'appropriation nationale par le Mali du processus de paix à travers le dialogue intermalien. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du déroulement des épreuves des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice 2023. Les épreuves des concours directs ont pris fin le dimanche 5 mai 2024. Elles se sont bien déroulées dans les 6 centres de l'intérieur ici à Bamako. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 10e Forum mondial de l'eau. Le 10e Forum mondial de l'eau se tient du 18 au 25 mai 2024 à Bali, en Indonésie, sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Le Forum mondial de l'eau, qui se tient tous les 3 ans, est un événement majeur mondial où les pays discutent des questions d'eau et d'assainissement. Cet événement et qui ambitionne de mettre en place un fonds mondial de l'eau et de proposer des mécanismes d'accès au financement sera l'occasion pour notre pays de confirmer sa volonté de poursuivre ses engagements nationaux et internationaux et sa vision dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement organisée depuis l'an 2000. La quinzaine de l'environnement constitue le cadre approprié pour mener une campagne de communication à grande échelle visant un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Elle s'inscrit en 2 dates majeures qui sont le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Les thèmes retenus pour l'édition 2024 sont respectivement la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse, unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir. B. Des missions effectuées dans le cadre de la lutte contre les agressions portées sur l'environnement. La première mission effectuée le 16 avril 2024 à Kassela, commune rurale de Baguineda-Kan, a constaté une exploitation intensive et illégale du bois dont une partie est transformée en charbon. La seconde mission effectuée le 27 avril 2024 à Faraba, commune rurale du Mandé, a constaté une exploitation semi-industrielle illégale de l'or. Suite à ces constats déplorables, il a été procédé, entre autres, à la saisie et confiscation des produits frauduleux et des matériels et équipements des chantiers et d'exploitation. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture a eu lieu le 27 avril
avril 2024 à Bobo Dioulasso, placé sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Cette 21e édition avait le Niger comme pays invité d'honneur. La Semaine nationale de la culture est la plus grande manifestation culturelle annuelle organisée par l'État burkinabé. Elle vise à valoriser et à promouvoir les identités et expressions culturelles des communautés au Burkina Faso. La participation du Mali à cette semaine, fortement saluée par les autorités du Burkina Faso, a été marquée par la prestation de la troupe de danse de Masque Dogon. Cette édition a été un grand facteur de rapprochement des peuples du Burkina Faso et du Mali à travers la culture et également de renforcement de la coopération culturelle entre les deux pays. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au Salon international Agri-Show du Brésil. Une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche a participé au Salon international Agri-Show tenu du 29 avril au 3 mai 2024 à Sao Paulo, au Brésil. Au cours de ce salon, la délégation malienne a visité plusieurs stands recélant du matériel agricole de haute technologie en vue d'obtenir des fabricants la possibilité d'adaptation des gros engins agricoles aux conditions du Mali, mais également de réunir les conditions nécessaires à la poursuite des négociations pour l'acquisition des dits équipements. Le ministre a saisi cette occasion pour passer en revue les projets d'accord de coopération dans les domaines du coton, de l'augmentation du potentiel de production de viande bovine et du poisson au Mali. La mission a également permis de faire des recommandations allant dans le sens du renforcement des relations de partenariat entre le Mali et le Brésil dans le domaine de l'agriculture. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout pour ce soir. Khadija Toukoné, bonne suite des journaux à vous. Merci beaucoup Ibrahima Djombele. Suite donc de cette édition pour parler de la participation du Mali au sommet de l'OCI à Banjul en Gambie. Vous le savez certainement, la délégation malienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À la fin de ce grand rendez-vous, le ministre Diop nous tire le bilan de la 15e conférence de l'OCI, un bilan qu'il juge satisfaisant au regard des échanges et les rencontres qu'il a eues avec ses pairs. Pour plus de précisions, nous l'écoutons au micro de Tamsir Diabaté et Djelimagan Diabaté. Notre pays a souhaité qu'au niveau international, on ait un ordre international qui soit multipolaire, mais qui puisse aussi être un ordre international qui soit juste et équitable. Nous avons décliné la vision du Mali et l'ambition des populations maliennes pour une paix définitive. Et dans ce cadre en particulier, d'ailleurs, le processus et la dynamique en cours du dialogue intermalien figurent bien dans le document final de cette conférence de l'OCI, qui d'ailleurs endosse cette dynamique qui est en cours. Donc pour ce qui concerne notre pays, c'était vraiment les messages essentiels qui ont été passés. Le sommet lui-même a permis à la communauté islamique de pouvoir se concerter, de pouvoir renforcer son unité, partager la même vision, ce qui est la vision d'une réponse du monde musulman et une réponse vis-à-vis de la communauté internationale pour la paix en Palestine et pour une plus grande solidarité au sein du monde musulman. Nous avons eu l'opportunité naturellement d'échanger avec un certain nombre de chefs d'État, chefs de délégation à qui nous avons transmis des messages du chef de l'État, mais aussi nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de nos pairs ministres des Affaires étrangères d'un certain nombre de pays, amis et partenaires, dans le cadre du maintien de la concertation régulière, mais aussi de pouvoir renouveler notre engagement à renforcer la coopération bilatérale et aussi partager les différents points de vue par rapport à la situation internationale, les informer par rapport aux actions en cours, aux dynamiques en cours pour une grande compréhension. Nous sortons d'ici avec le sentiment d'avoir
pu, lors de ces différents entretiens, en tout cas reçu des échos très favorables par rapport à l'appréciation de ces pays et sur la situation et ce qui se déroule au niveau du Mali. Le chef de l'État, le Premier ministre ont demandé à tous les membres du gouvernement, chaque fois que nous effectuons des déplacements à l'étranger, ça doit être un devoir pour nous, chaque fois que cela est possible, de rencontrer nos compatriotes, de les informer par rapport à l'évolution dans le pays, parce que nous sommes dans un contexte de désinformation où l'information vraie n'est pas toujours distillée au sein de nos communautés, mais aussi d'être à l'écoute de ces communautés, d'écouter leurs préoccupations, ce qui les anime, et puis aussi prendre des messages qu'ils ont à l'endroit des autorités. La nouvelle a fait vibrer le monde entier. Les forces armées maliennes ont neutralisé le 28 avril dernier Abou Zeifa, dit Hugo, l'un des plus grands chefs terroristes dans la zone d'Indelimane, dans la région de Ménaka. C'était au cours de l'opération Djougounini. Il faut signaler que le terroriste Hugo est impliqué dans beaucoup d'attaques dans la zone des 3 frontières. Sa tête avait été mise à prix par les Américains pour 3,4 milliards de francs CFA. Retour sur les temps forts de cette opération avec des images exclusives au RTM, un commentaire signé Ibrahima Traoré. Les forces armées maliennes sur le terrain sont fortement engagées pour rechercher et neutraliser les groupes armés terroristes. Des missions conjointes sont menées sur tout le territoire, à terre et dans les airs, pour traquer les ennemis et les mettre hors d'état de nuire. C'est justement au cours d'une de ces opérations, le 28 avril dernier, que les FAMA ont neutralisé l'un des redoutables chefs terroristes du nom de Abou Zeifa, dit Hugo. Retour sur une opération d'envergure menée avec professionnalisme par les FAMA. Ce dimanche, 21 avril 2024, à 6 h du matin, les troupes de plusieurs bataillons étaient mobilisées pour le départ dans la zone de Dangourou, sous le commandement d'officiers maliens. Pour eux, il était temps de mettre en pratique leur stratégie d'exécuter l'opération qu'ils ont minutieusement et patiemment planifiée depuis quelques jours. Tous les détails opérationnels, logistiques, météorologiques, informationnels sont étudiés et connus. Avec le moral au top, la rage de combattre avec fierté, le départ est donné. Objectif de cette opération de grande envergure dans le Liptako, secteur de Indelimane, traquer et neutraliser les groupes armés terroristes, mais aussi de sécuriser cette partie du territoire malien et protéger les braves populations. Avant même d'arriver dans la zone ciblée, première embuscade déjouée par les FAMA lors de la traversée du fleuve Niger. Des terroristes neutralisés ainsi que du matériel de guerre récupéré. Les troupes continuent leur progression durant 6 jours sous haute tension et en alerte maximum. Plusieurs embuscades ont été déjouées. La détermination des troupes au sol avec l'appui des vecteurs aériens ne laisse aucun répit aux groupes terroristes qui fuient en laissant derrière eux des armes et munitions, des moyens de communication, des tenues militaires et même du matériel roulant. Fafa, Amalounou, Tin Dimbali, Indelimane, Tin Agoref, forêt de Sorori, Dangarous, Inaïs, Tiringit. Toutes ces localités ont été passées au peigne fin par les FAMA. L'étau se resserre inexorablement sur les forces obscurantistes qui cherchent désespérément un trou de souris pour s'échapper. Malgré la fatigue qui se fait sentir, les FAMA marchent sans répit, traquent l'ennemi sans relâche. Le dimanche 28 avril 2024, aux environs de 12 h 30, un important accrochage se déclenche à Indelimane. Les FAMA sentent de la résistance, mais les troupes s'y attendaient. Après plusieurs heures de combat, l'heure est au bilan. Plusieurs terroristes neutralisés, y compris le renommé Abou Zeifa dit Hugo. Ce terroriste étranger de grande renommée, auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre les forces armées des pays de l'AES et des forces étrangères, était recherché depuis plusieurs années. Pour rappel, sa tête avait été mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort de 4 soldats des forces spéciales américaines lors d'une violente embuscade à Tongo Tongo au Niger en octobre 2017. Les FAMA ont réussi à le neutraliser là où les plus grandes puissances n'ont rien pu faire pour l'arrêter et mettre fin au massacre dont il est l'auteur. Après plusieurs mois de traque et une stratégie savamment mise en place,
L'opération est une réussite. Les FAMA ont rendu justice à ces milliers de familles endeuillées et détruites par ce sanguinaire. Grâce à un spectaculaire coup de maître tactique des FAMA, ce tyran des sables qui se croyait invincible servira de leçon. Et pourtant, le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, avait prévenu. Hugo n'a pas écouté le message et les autres sont avertis. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Oui, une prouesse de nos FAMA. Actualité des FAMA, toujours l'état-major général nous présente ce soir le bilan de l'opération des FAMA dans le secteur de Ndélimane. Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées présente à l'opinion le bilan matériel de l'opération des FAMA du 21 avril au 3 mai 2024 dans le secteur de Ndélimane. En plus de la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris le renommé Abou Ouzé Fadi Hugo, le 28 avril 2024, le bilan matériel se présente comme suit. Moyen roulant, un camion, un Mensi, FAMA enlevé lors de l'attaque de l'Abbé le 3 décembre 2023, 2 Toyota civils, 2 tricycles, 5 motos, armement et munitions, un canon de 75 mm, une mitrailleuse 12-7, un mortier de 60 mm, un LRAC sur chariot, 2 canons LRM, un PKM, 7 PM, 4 rampes de lancement obus artisanal, 6 chargeurs garnis de 7.62, 3 chargeurs vides de PM, 3 obus de mortier 60 mm, 368 cartouches 7.62 L en vrac, divers, 15 radios sans chargeur, 6 chargeurs de Motorola, 4 pneus de 11 sur 20, 3 pneus de 255 sur 1000 R16, 5 panneaux, 2 batteries EEE 150 A, 17 pneus de moto, 112 filtres à huile, 4 filtres à air camion, une jante de camion, un radiateur pour camion. L'état-major général des armées félicite les FAMA et rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continuent. Et toujours sur la question de neutralisation par les FAMA du terroriste Abou Zeifa Di Hugo, l'URTM vous propose après ce journal un débat spécial, question d'actualité, comment l'opération a été planifiée et menée par les FAMA et quel est le bilan global. Sidiki Dambélé reçoit comme invité le lieutenant-colonel Youssouf Diakité de l'état-major général des armées et Moussa Aga Acharatouman, membre de la commission défense du CNT et secrétaire du mouvement pour le salut de l'Azawad. Pour ce dernier, la mort de Hugo constitue un ouf de soulagement, surtout pour les populations de la région de Benaka. Suivons un extrait de ce débat. C'est un grand soulagement pour nous, surtout qui sommes de cette zone-là, parce que Dieu seul sait que ce sanguinaire-là, il a fait du mal, il a fait trop de mal à nos populations. C'est des milliers et des milliers de populations, des veuves et des orphelins aujourd'hui qui sont victimes de ces messieurs-là. Et quand l'annonce de sa mort a été faite, vraiment, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations-là. Ce qu'il faut aussi savoir de Hugo, c'est que c'est un des derniers vétérans du djihad dans cette région. Parce que Hugo, il fait partie, comme Aboul Walid Sahraoui, Abdel Hakim, Mokhtar Ben Mokhtar, Abou Zeyd, tous ces gens-là, il fait partie de ce club-là quand ils sont arrivés dans les années 2000 chez nous. Et c'était l'un des derniers survivants de cette nébuleuse dite de l'État islamique, Daesh communément, comme on l'appelle. Donc c'est vraiment un succès énorme. Un succès énorme, je ne sais pas si nos concitoyens s'en rendent compte, mais je pense qu'avec la publicité autour de la neutralisation de ces messieurs-là, beaucoup de gens commencent à comprendre que les femmes ont frappé le haut même de la pyramide de l'État islamique. Vous aviez tous les moyens à votre disposition pour mener à bien cette opération? Tous les moyens étaient mis à notre disposition vraiment pour la réussite de cette opération. C'est toutes les entités de l'armée qui ont participé à cette opération. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est une opération aéroterrestre. L'armée de terre et l'armée de l'air. Tout ce qui est sur terre et l'armée de l'air. C'est la somme de tout le monde. Notre objectif, c'est vraiment bouter tout ce qui est terrorisme sur le territoire malien. Donc, ça va passer sur vraiment les chefs terroristes et tous ceux qui les suivent. Donc, en conclusion, ce n'était pas une opération qui était seulement
est destiné à la neutralisation de Abou Zeifa alias Igo, il faisait partie de nos priorités. Et aussi tout ce qui pouvait être autour de lui. Parce qu'il faut comprendre déjà que dans ce secteur, il y en a beaucoup encore. Soyez donc au rendez-vous pour tout savoir sur la mort du terroriste Hugo. Débat à suivre juste après ce journal. Du 6 au 8 mai, les FAMA ont mené des actions terrestres et aériennes dans la zone de Diafarabé, région de Ségou. Des camps d'entraînement, des matériels de guerre et des terroristes ont été neutralisés. Les détails sur ces opérations avec Abdoulaye Sako. Sur la base de renseignements obtenus par les services spécialisés, les FAMA mènent depuis plusieurs jours une campagne active de surveillance et de reconnaissance dans la zone de Diafarabé, région de Ségou. Ce travail minutieux et patient a conduit à la localisation et à l'identification de plusieurs bases de repli situées dans des zones forestières. En effet, les groupes armés terroristes envisagent de transformer cette zone en sanctuaire pour y préparer leurs sombres actions contre les populations et y stocker leur logistique. Ainsi, les 6 et 7 mai 2024, des frappes aériennes suivies d'une action terrestre ont visé des camps d'entraînement et des bases logistiques aux environs de Numbozo sur la rive droite du fleuve Niger. Ensuite, dans la matinée du mercredi 8 mai 2024, une autre zone infestée a été localisée et des groupes armés terroristes y ont été observés, identifiés et traités avec succès. Cette fois-ci sur la rive gauche aux environs de Diabozo. Les informations reçues faisant état de la mort d'un important chef terroriste local sont en cours d'analyse et de vérification. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA poursuivront sans relâche leur mission de protection des populations sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, nous ouvrons à présent la page consacrée au dialogue intermalien. Nous retrouvons la forte équipe de l'ORTM déployée au CICB où les travaux se poursuivent normalement. Nyanya Alou Traoré est sur place pour vous présenter les différents reportages réalisés au CICB. Bonsoir Nyanya Alou Traoré, à vous l'antenne. Merci bien Khadija Tokone, bonsoir à tous et bienvenue au CICB où les travaux de cette phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se poursuivent. Fini le travail en commission, ce sont les travaux en plénière qui ont débuté ce mercredi 8 mai 2024. Comme vous le constatez derrière moi, les délégués passent en revue les recommandations des 5 commissions thématiques. Bemba Sibi nous en parle. Ouverture de la séance plénière du dialogue intermalien. Sans d'autres formes de protocole, le président du comité de pilotage a engagé les travaux car il faut aller vite et même très vite. Chaque seconde compte pour analyser et amender ou non les recommandations des 5 groupes thématiques. Et c'est la commission paix, réconciliation et cohésion sociale qui a ouvert le bal. La dite commission a retenu 42 propositions lues devant l'Assemblée. Elle vise à asseoir une paix durable. Parmi ces recommandations, vous avez vu qu'on a beaucoup mis l'accent sur le dialogue inter- et intracommunautaire. Et il faudrait qu'en tant que Maliens, qu'on se pardonne. Et donc nous avons mis parmi nos recommandations une journée nationale de la repentance et du pardon. Nous avons proposé qu'il y ait une charte nationale. Cette lecture est suivie de débats directs et cordiaux sans langue de bois. Même scénario avec la commission en charge des questions politiques et institutionnelles qui a présenté 64 recommandations aux délégués du dialogue intermalien. Nous avons constaté que en fait, la démocratie est mal appréciée chez nous ici parce que ça ne tient pas compte de nos valeurs sociétales. Donc il est important aujourd'hui en tout cas d'adapter la démocratie à nos valeurs sociétales. Adapter la démocratie à nos réalités sociales et culturelles. Changement de paradigme, c'est l'esprit qui sous-tend également les 64 recommandations de la Commission géopolitique et environnement international. Tout ce que le Mali a comme atout au plan de la géographie, ce que le Mali a comme atout
malgré sa continentalité. Justement, sur ce point, la Commission économie et développement durable a partagé une liste de 59 recommandations pour un Mali prospère. La première résolution est en lien avec la sécurité et la souveraineté alimentaire. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. La deuxième recommandation, c'est la reprise en main de tous les secteurs économiques clés de notre économie. Tout cela est sous-tendu par la défense et la sécurité du territoire national, des personnes et de leurs biens. À ce niveau, les membres de la Commission ont fait 73 recommandations. De donner tous les moyens nécessaires aux forces armées et de sécurité pour qu'elles soient performantes, pour qu'elles assurent la sécurité des personnes et des biens, pour que les zones de défense soient autonomes. Et aussi, on a fait des recommandations fortes en termes de démobilisation, d'intégration et des membres des combattants des groupes armés. La sécurité reste donc la grande priorité pour permettre un développement durable du Mali. Allez, tous les Maliens sous le Toguna, dans le vestibule ou tout simplement autour de la table, ici au CICB, dans la salle de 1000 places. Bref, que les filles et les fils du Mali s'asseyent et se parlent pour crever l'abcès, avec comme enjeu la restauration d'une paix durable. Tous les délégués du nord au sud, d'est en ouest, du centre et des Maliens établis à l'extérieur s'accordent sur le bien fondé du dialogue. Ils estiment que le dialogue est le seul moyen efficace pour aspirer à la paix et le vivre ensemble dans l'union et la fraternité. Aridjou Matina et Tchédje Kamara s'y sont intéressés au sujet. On suit ensemble. Avec comme enjeu la restauration d'une paix durable, la cohésion sociale, l'implication de la population, la sécurité en passant par le développement, le dialogue intermalien initié par le président de la transition, chef de l'État, s'avère comme la voie la plus efficace, nécessaire, voire incontournable pour parvenir à la paix. D'où l'entière satisfaction des délégués présents aux travaux de la phase nationale du dialogue qui profitent de l'occasion pour inviter l'ensemble des Maliens à s'approprier le processus. La paix doit passer par le dialogue et non par les armes. Ce dialogue, c'est vraiment une aubaine pour les peuples maliens. C'est une opportunité énorme pour les peuples maliens de s'asseoir et de discuter ensemble des défis et des problématiques qu'on vit depuis des années. Un vibrant message à tous les peuples maliens, à tous les dignes fils du Mali, vraiment de s'asseoir et de discuter de leurs problèmes ensemble. On remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, pour cette initiative. Et pour nous, cette initiative est une occasion donnée à tous les Maliens de se retrouver, de discuter à nouveau de leurs problèmes, à nouveau de tous les problèmes que les Maliens ont et trouver leurs solutions. Le message que j'ai à l'endroit de mes frères, sœurs maliens, de venir se donner la main pour construire le Mali. Le dialogue, vraiment, c'est très, très important pour nous. Parce que ça peut nous donner de la paix. Ça va nous créer aussi de développement. Le dialogue a toujours été une de nos valeurs ancestrales. Il est ainsi important qu'on revienne à cela, gage de paix et de développement durable. Il est important que les gens prennent ce dialogue-là, tous les peuples prennent ce dialogue-là comme une solution malienne, intermalienne et pour l'avenir aussi de la stabilité du Mali. Et je pense que ce dialogue peut régler beaucoup de nos problèmes. Et je pense que dans l'ensemble des commissions que j'ai fréquentées, je crois que tous les problèmes ont été discutés correctement et que des propositions ont été faites correctement aussi pour la stabilité, l'unité du Mali, la stabilité du Mali, la réconciliation et le vivre ensemble de tous les peuples maliens. Quels que soient nos problèmes, il faut qu'on règle nos problèmes entre nous Maliens. Je pense que c'est des trucs très importants. Et je pense qu'avec l'expérience de chacun de nous qui est là, et aujourd'hui on peut sortir de cette crise. J'ai constaté que tout le monde sont intéressés pour qu'on puisse sortir de cette crise qui est en train de le vivre depuis 2012 jusqu'à nos jours. Et c'est ça mon sentiment par rapport à tout ce qui est en train de passer. Le dialogue intermalien amorce son dernier virage à la faveur des travaux de la phase nationale qui sont en train d'être exécutés avec dévouement et responsabilité par les différents délégués.
Voyons à présent comment se passe la participation des Maliens établis à l'extérieur et ceux des camps des réfugiés. Tous fondent beaucoup d'espoir quant aux conclusions qui sortiront de ce dialogue intermalien pour la paix. En tous les cas, leur forte mobilisation est un témoignage éloquent de leur attachement à la patrie et à sa sortie de crise, nous précise Abdul Karim Kabar. Des délégués venus de 30 pays pour parler de paix et de réconciliation. Les Maliens établis à l'extérieur sont donc fortement représentés à la phase nationale de dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Féliciter le gouvernement de transition, les autorités de transition qui ont bien voulu associer les Maliens de l'extérieur. Nous exprimons toute notre satisfaction. Une rare occasion, nous avons eu vraiment l'opportunité de parler franchement, en connaissance de cause. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale offre un cadre permettant aux Maliens de parler afin d'aboutir à des recommandations fortes pour un Mali apaisé et sécurisé. Et vraiment, chacun a été libre de dire ce qu'il en pense, ce qu'il veut. On est très satisfait de ce dialogue. Si le dialogue là n'existait pas, il fallait vraiment en créer et on croit que ça serait le dernier des dialogues. Avec la participation et la mobilisation de tout le monde, les Maliens établis à l'extérieur jugent plus que nécessaire cette initiative du président de la transition. Cette transition-là, le Malien a retrouvé ce qu'on appelle sa fierté. Le Malien a retrouvé son honneur. Le Malien a retrouvé sa dignité. Et j'en suis sûr qu'avec ces assises-là, à la sortie, les enseignements qu'ils vont tirer, c'est-à-dire l'état de ces assises-là, leur permettra encore de faire mieux, de manière à ce que le Mali aille de l'avant. Je pense que vu ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, nous pouvons espérer que vraiment c'est un dialogue formidable. Ce projet, il est magnifique. Les Maliens avaient besoin de se parler pour la cohésion. Tout comme les Maliens établis à l'extérieur, les Maliens des camps de réfugiés participent aussi au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le dialogue, c'est le seul moyen qui va nous faire sortir de l'ornière. Il faut que les enfants du Mali se serrent les mains pour développer notre pays. Les Maliens établis à l'extérieur sont tous optimistes quant à l'aboutissement des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Qu'en est-il des femmes et des jeunes en termes de participation, de prise de parole ou encore de porte-flambeau du futur du Mali? Oui, les jeunes, on les qualifie bien de fer de lance d'un pays ou les femmes de piliers d'une nation. Les deux couches ont répondu présentes et le font savoir à travers leurs suggestions, leurs conseils et leurs recommandations. Awama Kamara nous en parle. Les voix des femmes et des jeunes se font entendre à la tribune des 1000 places du CICB en ce 3e jour du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ce consulat nous avait été promis depuis Ateti. Après Ibeka, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce consulat. Cette voix forte et engagée est celle de Ramata, représentante engagée de la diaspora. Elle prend la parole au nom de milliers de Maliens vivant en France. Ramata met le curseur sur les défis auxquels sont confrontés les Maliens de la diaspora, notamment en matière d'accès aux services consulaires et à la participation politique. Pourquoi nous demandons un deuxième consulat? Parce que, vous savez, le consulat est submergé. Et les papiers à l'extérieur, en tout cas en Europe et en France particulièrement, les papiers sont très importants. Fatoumata joint sa voix à celle de Ramata pour donner plus d'écho aux préoccupations et aux attentes de la jeunesse et des femmes. On n'est pas au moment des séparations. Maintenant, on doit faire la paix. Ainsi, les deux groupes démographiques, à savoir les jeunes et les femmes, constituent l'épine dorsale d'une nation. Il est donc inimaginable qu'ils soient en marge du rendez-vous de l'histoire. Les femmes sont venues de tous les horizons, de toutes les parties du Mali et même à l'extérieur. Elles sont venues valablement représenter non seulement le Mali, mais surtout parler des problèmes spécifiques que les femmes rencontrent. Et j'ai constaté qu'au cours des interventions, les femmes ont mis le doigt sur les problèmes réels du Mali, et surtout elles ont démontré qu'elles peuvent participer
à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits. Les femmes de toutes les couches et pratiquement des organisations du Mali sont là et s'expriment sur les questions de développement durable, sur les questions politiques. Elles sont en train de se prononcer également sur la paix et la réconciliation. Dans les couloirs de la rencontre, l'énergie des jeunes se fait sentir avec des idées fraîches et dynamiques. Ils enrichissent les échanges et apportent des idées novatrices. Rassembler non seulement les jeunes autour du Mali, de les faire revenir dans le patriotisme, parce que c'est ce qui a un peu disparu, et les orienter vers une idéologie non seulement nationaliste et patriote. En tout cas, les femmes et jeunes profitent aussi de ce dialogue pour partager leurs défis, leurs espoirs et leurs rêves pour un Mali meilleur. Une dynamique qui vise à accompagner le président de la transition qui dit fonder beaucoup d'espoir sur cette jeunesse. Bonjour. Comment vous allez? Comment allez-vous? Tout à fait. Et si cela ne vous dérange pas, vous avez quel âge? Moi j'ai 72 ans. 72 ans. Et vous les portez très bien. Merci. Je veux vous souhaiter un très bon dialogue et que la paix revienne au Mali. Merci bien et merci. Je vous souhaite aussi une bonne réussite dans votre reportage. Merci beaucoup. Et surtout une bonne promotion dans votre carrière. Merci beaucoup. Merci. Allez, à la prochaine. Présence aussi remarquée et remarquable, c'est celle des personnes du troisième âge à ce dialogue intermalien phase nationale. De par leurs expériences de la vie, leur implication est inestimable et recherchée pour trouver des solutions idoines aux maux qui minent notre pays. Youssouf Diakité est allé à leur rencontre ici au CICB. Malgré le poids de l'âge, ces personnes du troisième âge, en participant activement au dialogue intermalien venu de toutes les régions du Mali et de la diaspora malienne, sont plus que jamais déterminées à apporter leur contribution à la construction nationale. Nous devons toujours nous réunir, toujours nous parler. Parce que tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. En tout cas, le dialogue est le meilleur. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est beaucoup plus l'engagement patriotique. Les personnes du troisième âge de la diaspora malienne ont aussi activement participé à ce dialogue intermalien. Ma motivation principale, c'est le patriotisme. Il y a un de mes grands professeurs, Ahmed Sékou Touré, qui était président de la Guinée, qui nous a dit un jour que la valeur d'un homme ne se mesure pas par le nombre de voitures qu'il possède, ni par le nombre de villas qu'il possède, ni par le nombre de comptes bancaires qu'il a. Que la valeur d'un homme se mesure par l'héritage moral qu'il laisse à la postérité. Donc moi, je pense à cet héritage moral-là. Les recommandations formulées une fois opérationnelles nous permettront d'avoir le Mali de notre rêve, conclut-elle. Toujours au CICB, focus sur le secrétariat du dialogue intermalien, véritable cheville ouvrière de cette rencontre. Ce pôle est incontournable dans la documentation, le renseignement, le conseil et l'orientation puisqu'il aide les participants à avoir les documents utiles pour accomplir leur mission. Le secrétariat du dialogue intermalien est à la tâche de jour comme de nuit et nous avons décidé de vous présenter les hommes et les femmes qui l'animent. Les coulisses du secrétariat du dialogue intermalien, c'est avec Seydou Traoré. C'est une équipe réduite de 3 membres, dont 2 assistants et un responsable chargé d'assurer l'administration de cette phase nationale du dialogue intermalien. Discrètement, le secrétariat général gère les affaires courantes des membres des commissions, des délégués et des membres du secrétariat. Notre rôle au niveau du secrétariat ici, c'est la multiplication des différents rapports venus de toutes les régions du Mali, plus les Maliens établis à l'extérieur des réfugiés. Donc les rapports que nous avons ici à notre niveau, nous faisons la multiplication pour donner aux délégués régionaux. En ce qui concerne les délégués à notre niveau ici, on n'a pas de problème parce que les consignes, déjà nous avons les consignes, donc chaque délégué a droit obligatoirement aux différents rapports, plus les badges et cartes d'invitation. Dans cette salle aménagée pour la circonstance, l'équipe du secrétariat général est sollicitée par les délégués sur plusieurs fronts. On donne à l'intéressé même la liste des 5 commissions. L'intéressé a le droit de choisir parmi ces commissions, donc de s'inscrire dans une des commissions. Par contre, il peut intervenir dans d'autres commissions
La base sur laquelle on attribue le badge et la carte d'invitation, c'est en fonction de la liste qu'on a reçue du gouvernorat, au fait. Le secrétariat joue un rôle très important. Sans le secrétariat, rien ne marche. Tous les travaux sont au niveau du secrétariat. Le secrétariat fait la saisie des documents, l'accueil de tous les délégués venant de toutes les régions, des communes, des ambassades et consulats. L'équipe du secrétariat général se réjouit également de l'évolution des travaux, malgré la compréhension parfois difficile de certains délégués. Voilà, Khadija Toukone, c'est dans cette bonne convivialité que nous allons refermer cette page spéciale consacrée aux travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Rendez-vous encore une fois demain sur votre télévision nationale. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Ibrahim Traoré, à la caméra Taïeb Adjawakoe et Tchédje Kamara. Bonsoir, à vous l'antenne. Merci bien Nyanya Alou Traoré, c'est tout pour la page Dialogue intermalien J3. Et nous poursuivons avec cette action humanitaire du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Il vient d'offrir à la population de Missala, dans la commune de Kalabankoro, une adduction d'eau. Reportage Ibrahim Kaokonaté et Abdoulaye Diarra. À Missala, dans la commune de Kalabankoro, la population vient de bénéficier de la générosité du président de la transition, Assimi Goïta, à travers la réalisation de cette adduction d'eau. Ce forage va diminuer considérablement la souffrance des femmes et des enfants de la localité de Missala. Cette action de bienfaisance du président Assimi Goïta prouve à suffisance qu'il ne nous a pas oubliés. Cette adduction d'eau va beaucoup nous aider. Cette campagne d'installation de forage au bénéfice de la population démunie est conduite par le conseiller spécial du président de la transition. Aujourd'hui, c'est l'opération d'inauguration du forage à Bamako et environ qui continue à travers les œuvres sociales du président de la transition qui a voulu donner de l'eau potable aux populations maliennes. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas facile. Le président l'a senti, l'a compris et a voulu apporter son aide et sa solidarité aux populations maliennes en général et aux plus démunis en particulier. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 330 forages. Ça va continuer sur toute l'étendue du territoire malien. Pour rappel, lors de son investiture, le président de la transition s'est engagé à allouer les 2 tiers de son fonds de souveraineté au bien-être de la population malienne. Élaboration du rapport 2024 des besoins, attentes et problèmes de nos compatriotes établis à l'extérieur après la première étape qui a concerné l'Afrique australe, plus précisément le Mozambique et l'Afrique du Sud. Une délégation conduite par le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, a séjourné au Togo pour le même exercice. Nous vous proposons de l'écouter. Depuis un certain temps, notre institution s'efforce à rencontrer les Maliens, d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur du pays. Et c'est dans ce cadre-là que chaque année, il y a des missions qui sont levées tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Cette année, nous avons choisi d'être à l'intérieur de l'Afrique. La première étape, c'est Lomé, ici, Togo. La seconde étape, ça sera Niamey, Niger. Et la dernière étape, ça sera Ouagadougou. Et sachant qu'avec l'actualité du moment, la question de l'AES, nous pensons qu'être dans ces différents pays, ça nous permettra de comprendre davantage quelle est la vision, quelle est vraiment l'attente des Maliens établis dans ces différents pays en relation avec cette situation d'actualité. Ça nous permettra, en tout cas, dans le cadre de nos rapports, de pouvoir bien réfléchir, orienter et sinon proposer aux autorités ce qu'ils font en la matière. Et étant ici, quelles sont vraiment leurs préoccupations et en analysant la situation au niveau du pays, quelles contributions ils ont à faire, quelles propositions ils ont à faire, ils veulent que vraiment on aille dans tel sens ou dans tel autre sens. Voilà, nous avons besoin d'écouter ces messages avec eux et en tout cas au retour, afin de pouvoir rendre compte comme ça se doit, avec des orientations et des propositions. Forum sur les défis de l'environnement médiatique malien. Cette rencontre a traité plusieurs thématiques, améliorer l'information de proximité des médias, médias à l'ère de la transition numérique, ainsi que médias et paix, entre autres. Reportage à Moussa Kamara.
Les panels de ce second et dernier jour du forum sur le défi de l'environnement médiatique malien ont donné l'opportunité aux conférenciers de faire le diagnostic du traitement de l'information dans les organes de presse et l'appropriation des acteurs de la presse au numérique. Cet espace d'échange entre les professionnels de la presse et des acteurs de la société civile a soulevé de grands défis à relever pour les médias maliens en vue d'améliorer leur qualité et leur contribution sociale. Faire des propositions, des recommandations, peut-être que d'autres partenaires au niveau du secteur qu'ils peuvent mettre en place des mécanismes pour avoir des solutions aux différents défis. Environ 80 confrères et consoeurs venant des régions de Kayes, Sikasso et Mopti ont pris part à cette rencontre de Bamako, une initiative salutaire pour les responsables des fêtières. Nous présidons aujourd'hui plus de 71 presses en ligne, y compris les web TV, les web radios et les journaux en ligne. Et à l'ère numérique, tous les médias classiques commence à être basculé dans cet univers numérique. Il fallait rappeler les uns aux autres qu'est-ce que c'est que l'information de contenu, qu'est-ce que c'est que l'information de proximité et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces informations, qui il faut approcher pour avoir ces informations. C'est cela qui doit nous permettre d'être plus proches de nos différentes cibles et des communautés parmi lesquelles nous évoluons. Notez que le forum sur l'environnement médiatique malien entre dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la liberté de la presse, édition 2024. Lancement en commune 1 et 6 du district de Bamako d'une caravane de sensibilisation et de dépistage sur la tuberculose. Cette activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose permet de sensibiliser la population sur la maladie et détecter les nouveaux cas. Le point avec Koumba Sissé. Arcade Santé Plus, coalition des anciens malades de la tuberculose du Mali CAM, Synergie Action Santé SAS, ces trois organisations de la société civile s'engagent dans la lutte contre la tuberculose. Cela à travers le renforcement de la communication autour de la maladie et le dépistage pour détecter les nouveaux cas. Elles viennent de lancer une caravane de sensibilisation qui sillonnera les quartiers de la commune 1 du district de Bamako. La tuberculose reste une réalité de nos communautés. Malheureusement, beaucoup de personnes ne pensent plus à cette maladie. Pourtant, elle est là. J'appelle à votre vigilance et de signaler en cas de tout cas persistant de plus de 15 jours, se rapprocher très rapidement d'un centre de santé pour un diagnostic précoce. Je profite de ce micro pour inviter les populations à sortir massivement pour se faire consulter gratuitement par la radio mobile du CRF de la commune 1 dans les 16 COM de Doumanzana, Djanguinebou et Chikoroni. Les acteurs devront persévérer dans l'organisation des soins de qualité accessibles pour tous et la dissémination des informations saines capables de requérir l'attention de tous pour une meilleure mobilisation des communautés. Rien qu'en 2023, plus de 8200 nouveaux cas tuberculeux et rechutes de tous cas confondus ont été enregistrés au Mali, ce qui justifie l'engagement des acteurs de la santé et leurs partenaires dans la lutte contre la tuberculose. Le RTM est en deuil. Notre collègue à la retraite, Safiatou Kalapo, n'est plus et nous a quittés hier des suites d'une maladie. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi chez son frère à Touroukourou, en commune 5 du district de Bamako. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Dors en paix, chers collègues. Le calife de Dili, Cheikh Modibo Amadou Khan, est décédé le 29 avril à l'âge de 74 ans. À ses funérailles, ils étaient tous là, parents, amis, collaborateurs, adeptes, bref, les fidèles musulmans venus divers horizons du pays pour accompagner le grand érudit, chef religieux de la communauté Kadria. Reportage Idrissa Keita. Généreux et affable, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce grand homme de Dieu, Cheikh Modibo Amadou Khan, descendant de Dili Oumou. Il est le 7e calife de Dili après son père, Cheikh Amadou Modibo Khan, de son investiture en 2012 jusqu'à ce lundi 29 avril 2024 où il a tiré sa révérence. Cheikh Modibo Amadou Khan, en plus de sa mission de prêcher la parole de Dieu, a toujours prôné la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Il était tout simplement un homme humble et partisan de la paix et de la cohésion sociale. Moi, j'ai beaucoup admiré la manière dont il nous gérait.
moi et mes petits frères. Il n'y a pas de différence pour nous réunir. Cheikh Moudoubo était un calife exemplaire. Il aimait son prochain et responsabilisait chacun par rapport à la conduite à tenir pour ne pas ternir l'image de la religion. Suite à la disparition de ces grands érudits, l'émotion est vive et la tristesse se lit sur les visages car pour bon nombre de personnes, ce chef religieux était l'espoir de toute une communauté. Cheikh Modibo a pris soin de ma maman et rien ne lui manquait. Cheikh Modibo était un homme pieux et prêt toujours à servir à tout moment. Nous prions que Dieu l'accueille dans son paradis. Nous sommes rentrés à l'école le même jour, mais lui a arrêté à partir de la 4e année pour l'école coranique chez Sidi Modibo. Cheikh Modibo était un homme intègre et droit. Quand il y a décès chez quelqu'un ici, il les aidait à vivre sans que personne d'autre ne le sache, ce que recommande d'ailleurs l'islam. On a perdu vraiment un grand art. Cheikh Modibo Amadou Kane repose désormais au cimetière des califes auprès des 6 autres, laissant derrière lui 4 épouses, des fils et petits-fils, des fidèles éplorés et un trésor inépuisable. Dort en paix les grands califes de Duli. Et oui, tant qu'il y a la paix, la vie, il y a la mort, paix à son âme. Et pour sécuriser et améliorer les conditions de prise en charge des femmes utilisatrices du SESCOM de Mamasoni à Sikasso, l'ONG espagnole MZC a réalisé d'importants travaux au sein de la structure sanitaire. Vous pourrez suivre un magazine sur ces réalisations. Après ce journal et le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Zulkada ou Seli Francescalo n'a été aperçu le mardi 7 mai 2024 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Zulkada ou Seli Francescalo débute au Mali le jeudi 9 mai 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre questions d'actualité sur la neutralisation par les FAMA du terroriste Abou Zeifa dit Hugo. Comment l'opération a été planifiée et menée par les FAMA et quel est le bilan global? Sidiki Dambélé reçoit comme invité le lieutenant-colonel Youssouf Diakité de l'état-major général des armées et Moussa Aga Achatouman, membre de la commission défense du CNT et secrétaire du mouvement pour le salut de l'Azawad. Voilà, bonne fin de soirée à tous et à demain, même heure, même plateau, plaise à Dieu.